La zone 2, c'est quoi? À quoi ça sert? Et comment est-ce que tu devrais intégrer cette fameuse zone 2 dans ta semaine d'entraînement? Que tu essayes de performer au plus haut niveau ou simplement rester en bonne santé, dans cette présentation, je partage avec toi tout ce que tu dois savoir sur la zone 2. Grâce à tous les livres et toutes les études que j'ai lues, mais surtout au travers de mon expérience avec les dizaines d'athlètes que j'ai testés en personne et que j'ai coachés au travers de mes programmes d'entraînement, je partage tout avec toi ici dans cette vidéo. C'est une présentation au format long, donc c'est un contenu un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu apprécies ce contenu un petit peu plus détaillé. Et au passage, si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean et bienvenue chez Upside Strength. Après avoir coaché plus de 100 athlètes de CrossFit, de MMA, de sport d'endurance et ayant vu au travers de ma propre expérience l'importance et les bénéfices de la zone 2, j'ai décidé de partager avec toi dans cette présentation tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant à son sujet. Donc ce guide t'aidera à enfin comprendre son utilité, ses bienfaits, ce qu'elle veut vraiment dire et comment tu peux mesurer ou estimer ta zone 2, peu importe ta situation. Et à la fin de cette présentation, je t'expliquerai exactement comment tu peux intégrer ce travail de zone 2 pour les performances ou ta santé, quelle modalité utiliser, combien de temps, etc. Et je te parlerai également des 5 erreurs que je vois beaucoup de gens faire avec la zone 2 et ce que tu dois éviter à tout prix. Alors assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On attaque avec les différents chapitres au menu du jour. On a 7 chapitres qu'on va traverser ensemble. On va parler de la définition de la zone 2. Qu'est-ce que c'est? On va parler des adaptations physiologiques de la zone 2. Ce sera un chapitre un petit peu technique. Si tu veux passer directement au troisième, libre à toi de le faire. On va parler des bienfaits de la zone 2. Comment mesurer ou estimer la zone 2 selon ta situation. Intégration, comment intégrer la zone 2 dans tes entraînements ou dans ta routine, les erreurs à éviter et les progrès que tu peux attendre et comment on peut les mesurer. Donc, on attaque avec ce premier chapitre, la zone 2, c'est quoi? Donc là, on va regarder quelques termes qui sont communément utilisés et qui correspondent en général à la zone 2. On appelle ça la base, on appelle ça l'endurance fondamentale. On appelle ça la basse intensité. C'est assez populaire en sport d'endurance. En gros, elles correspondent à la basse intensité, généralement sur une modalité cyclique. D'accord? Donc, on pense vélo, on pense marche, on pense course à pied. Et c'est souvent mis de côté en faveur de la haute intensité. Mais ce dont on ne se rend pas compte ou qu'on oublie parfois, c'est que la zone 2 forme la base de la pyramide. Si on pense au conditionnement de manière générale, et ce qu'on va développer comme cette base, cette zone 2, va venir soutenir tous nos efforts de plus haute intensité, d'où l'intérêt de cette base et d'avoir la base la plus grande possible. Si tu retiens une chose de cette présentation, c'est bien ça, c'est que c'est la base qui est nécessaire, peu importe ta discipline sportive, peu importe tes objectifs, que ce soit performance ou santé. Maintenant, on va parler un tout petit peu physiologie. Je te promets de garder ça le plus simple possible, mais tu vas voir, c'est assez facile à comprendre. Ce que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle des domaines d'intensité. On a le domaine en vert ici, qu'on va appeler le domaine modéré, ok? Et en gros, c'est une charge de travail qui est extrêmement facile. Le corps peut facilement faire face à cette demande. Il y a très, très peu de contraintes. Donc, on voit le petit smiley ici qui est assez content. La charge de travail qui n'est pas si importante que ça. Le corps peut facilement y faire face. On parlera avec ça on parlera de plus de détails tout à l'heure. On a ensuite un domaine qui s'appelle le domaine élevé où on voit que la balance se tord un petit peu, mais on garde malgré tout un équilibre. Donc, c'est un équilibre, mais qui n'est pas facile à maintenir. C'est un effort qui est difficile, mais qui peut être maintenu pour une certaine période dans le temps. Et au final, on a le domaine qu'on appelle sévère. Et là, le travail gagne, si on veut bien. Le corps ne peut plus maintenir son équilibre interne et on va rapidement se rapprocher de l'échec. Donc, c'est important de se dire qu'il y a ces 3 différents domaines d'intensité qu'on peut mesurer. Donc là, on a parlé de physiologie, c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et les zones d'entraînement, c'est quoi? Eh ben, c'est simplement une manière de découper ces différents domaines de la physiologie de manière à pouvoir programmer, planifier nos entraînements de manière un petit peu plus simple, un petit peu plus détaillée aussi. Et donc la zone 2, elle se trouve juste là. Elle se trouve juste en dessous de ce qu'on appelle le premier seuil. D'accord? Un seuil, c'est pas plus compliqué que ça, c'est simplement la transition entre 2 domaines d'intensité. C'est en gros quand l'état interne du corps, la réponse interne du corps à une charge change de manière significative. Et donc, si on connaît ce premier point de transition, si on connaît ce premier seuil, eh ben, on peut déterminer où se trouve notre zone 2, ou en tout cas, on peut déterminer le haut de cette zone 2. Donc, ce premier seuil ou ce haut de zone 2, il sera souvent défini avec une valeur soit en watts, soit en vitesse, donc en watts si on fait du vélo, en vitesse si on fait de la course à pied par exemple, et ceci couplé à une fréquence cardiaque.
une fréquence cardiaque qui est du coup associée pour cette intensité de travail pour la personne qu'on a devant nous. On reviendra un petit peu plus tard sur ces détails-là. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que chaque personne aura sa propre zone 2 avec sa propre valeur de fréquence cardiaque associée. Donc là, on a Mr. Green et Mr. Blue. Mr. Green, il a un premier seuil à 150 watts qui équivaut à 130 battements par minute pour lui. Et Mr. Blue, il a un premier seuil à 225 watts. Et pour lui, la correspondance au niveau cardiaque, c'est 135 battements par minute. Donc, la zone 2 n'est pas la même chez deux personnes, même sur la même modalité. Encore plus important que ça, c'est important de comprendre que cette zone 2, elle va différer d'une personne à l'autre selon la modalité employée. Donc là, Mr. Green, il n'a pas la même fréquence cardiaque sur ce premier seuil, ce haut de zone 2, il n'a pas la même fréquence cardiaque si on regarde le vélo ou si on regarde la course à pied. Le corps n'a pas la même position dans l'espace, le sang n'est pas distribué de la même manière, la masse musculaire utilisée n'est pas la même. Donc, on a toutes ces différences qui s'articule au niveau de la zone 2. Donc en résumé, pour résumer la définition de la zone 2, c'est une zone d'entraînement qui se trouve en dessous du premier seuil, avant donc que la réponse du corps ne change de manière significative d'un état à l'autre. Elle est caractérisée par un équilibre interne avec très peu de contraintes physiologiques et nerveuses. Et cette zone 2 diffère d'une personne à l'autre, comme on l'a vu avant. On n'a pas la même zone 2 chez deux personnes et va différer également d'une modalité à l'autre. C'est important de se dire aussi que ce haut de zone 2, il va être dynamique, flexible, il va changer selon ce qu'on effectue comme entraînement, selon si on devient meilleur ou peut-être on perd en conditionnement. Ces choses-là vont changer au cours du temps, donc ce ne sont pas des valeurs fixes, ce sont des valeurs dynamiques en lien avec notre physiologie. Donc maintenant on va parler des adaptations. Quels sont les effets de la zone 2? Je te rappelle que c'est une partie un petit peu technique, donc si tu souhaites passer à la suite, je t'invite à cliquer sur le chapitre numéro 3 pour sauter ce chapitre et passer à la suite des opérations. Pour ceux qui aiment bien les détails techniques ou qui ne sont pas contre l'idée d'essayer de comprendre et de retenir, restez avec moi pour cette deuxième partie. Donc on parle tout d'abord des adaptations centrales. On va distinguer adaptation centrale, adaptation périphérique. Les adaptations au niveau du système nerveux, on va avoir un équilibrage qui s'effectue, cette zone 2 ayant une dominante parasympathique, si on se rappelle du système nerveux, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans la partie 3 pour détailler si tu ne sais pas ce qu'est le système nerveux autonome et la branche parasympathique et la branche sympathique. Mais on a cet aspect-là qui va venir être amélioré. C'est une des adaptations que l'on voit. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la fréquence cardiaque au repos baisse. C'est parce qu'on a un tonus, si on veut bien, au niveau parasympathique qui est plus important du fait de ce travail de basse intensité. On a aussi une variabilité cardiaque qui va augmenter et selon les cardiologistes, selon les cardiologues en cardiologie, c'est un signe de bonne santé, cette variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque étant en gros la différence de l'intervalle de temps entre deux battements, d'un battement à l'autre. C'est-à-dire que ton cœur, s'il bat 60 fois par minute, il ne bat pas exactement une fois par seconde. Chaque seconde, il va y avoir une différence d'un intervalle de temps à l'autre entre ces battements. Et c'est cette variabilité qu'on mesure notamment pour voir, par exemple, notre état de récupération le matin, etc. Et c'est un des paramètres qui est influencé de manière positive par le travail de basse intensité. Si on reste sur les adaptations centrales et on parle du cœur au niveau du ventricule gauche, on appelle ça une hypertrophie excentrique du ventricule gauche. En gros, le ventricule gauche va grandir. C'est très simple, c'est du stretching au niveau de notre ventricule gauche. Parce qu'en gros, on va avoir un ventricule gauche qui s'agrandit, qui a plus de place à l'intérieur, ce qui veut dire que, avec chaque battement, on va pouvoir pousser plus de sang, on va pouvoir éjecter plus de sang par battement. Donc, on a une économie cardiaque qui se développe. Une autre raison pour laquelle on a des fréquences cardiaques au repos qui sont plus basses quand on fait des volumes conséquents de travail de basse intensité. Il y a l'aspect nerveux, mais il y a l'aspect physiologique ou physique ou anatomique même, avec cette modification de la structure même du cœur qui est bénéfique. L'aspect vasculaire ensuite, on parle souvent de l'aspect cardio, mais l'aspect vasculaire, on n'en parle pas assez souvent. On a une capacité vasodilatatrice qui va augmenter via le flux sanguin qui, lui, il fait rien de très compliqué. Il appuie simplement sur les murs, sur les parois de nos vaisseaux et va du coup engendrer une sécrétion de différentes molécules, notamment l'oxyde nitrique, l'adénosine et d'autres. Donc, c'est une réponse mécanique à cette contrainte, à cette pression du flux sanguin, et je reviendrai plus tard sur
la raison pour laquelle c'est extrêmement important de considérer cette idée de flux continu. Mais en gros, on a toujours ces deux paramètres de vasodilatation métabolique, le corps qui va essayer d'ouvrir, d'agrandir les tuyaux pour faire passer plus de sang, pour livrer plus d'oxygène aux muscles qui en ont besoin dans le cadre d'un effort physique. Mais on a le cerveau qui est là pour contrer ça. Alors, ce n'est pas son but premier. Son but, c'est de maintenir une pression sanguine optimale pour le corps. Mais donc, le cerveau doit toujours jouer sur à quel point on peut ouvrir les tuyaux, à quel point on peut vasodilater notre circulation. Parce que si on le fait trop, eh ben, la pression sanguine tombe et du coup, le cerveau ne fonctionne plus et n'est plus très content. Donc, on a toujours cette interaction entre le système nerveux au niveau vasoconstriction et le système métabolique ou vasculaire qui, lui, va essayer c'est un peu le tirage à la corde entre ces deux-là. Et donc, le travail de zone 2 va permettre ces adaptations qui font qu'on a une meilleure capacité vasodilatatrice. C'est un petit peu comme voilà, pouvoir ouvrir un petit peu les vannes quand il le faut. Ensuite, si on parle de transport, parce que le sang, eh ben, il transporte l'oxygène, notamment via l'hémoglobine, et on a deux adaptations intéressantes au niveau de la zone 2, c'est augmentation du volume plasmique et donc du volume sanguin qui va avoir un effet positif, notamment sur la précharge du cœur et donc sur le volume d'éjection systolique également. Et on a ce qui est de la concentration au niveau des transporteurs, donc l'hémoglobine qui est la protéine dans les globules rouges qui transporte l'oxygène. Et bien, avec ce travail de zone 2, on a plus de transporteurs ou plus d'opportunités pour transporter cet oxygène qui nous est nécessaire pour maintenir en état stable au niveau des muscles. Alors, on a aussi des adaptations extrêmement importantes et bénéfiques au niveau des capillaires sanguins. Donc, la densité capillaire des fibres de type 1 qui va augmenter. Les capillaires, il faut y penser comme ça, c'est la surface d'échange, l'interface d'échange entre le sang et la fibre musculaire. C'est par là que passe l'oxygène. Pour passer du sang à la fibre, eh ben, il passe par les capillaires sanguins. Plus on a une surface d'échange importante, plus on a d'oxygène qui passe par unité de temps dans les fibres musculaires et par extension, moins on a besoin de flux sanguin pour maintenir la tâche ou effectuer cette tâche. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que quand les gens ils gagnent en densité capillaire, eh ben, le flux sanguin requis dans cette zone ou pour cette intensité d'effort diminue au fil du temps. C'est-à-dire que tu deviens plus économe avec ton sang parce que du coup, par unité de sang, tu peux extraire plus d'oxygène pour faire le travail. Donc, ces capillaires qui sont extrêmement importants. Une autre manière de visualiser ces capillaires, c'est cette idée de quai de déchargement de taxi à l'aéroport. Donc, si disons qu'il y a 4 places de parc, là, il y en a plus, mais disons qu'il y en a 4, pour prendre un petit exemple concret, tu as 4 taxis qui peuvent se parquer en même temps. Tu as 4 personnes maximum par taxi. D'accord? Donc, le taxi, c'est l'hémoglobine, si on veut bien, qui peut transporter 4 molécules d'oxygène chacune, ce qui est intéressant. Disons qu'en 1 minute, tu peux du coup livrer 16 personnes, tu peux apporter 16 personnes, décharger 16 personnes à l'aéroport. Tu as 4 taxis, 4 personnes par 4 taxis, 4 x 4, 16. Maintenant, imagine, tu peux parquer non pas 4, mais 40 taxis. 40 taxis, donc tu as 10 fois plus de personnes que tu peux décharger par minute. C'est énorme. Et donc, c'est un petit peu ce qu'il faut se dire avec les capillaires, c'est que plus tu en as et plus tu peux faire passer d'oxygène par unité de temps et mieux ce sera pour tes muscles et plus ce sera économe pour ton corps également. On continue avec les adaptations périphériques. On parle ici des adaptations au niveau densité mitochondriale. D'accord? Ça va de pair, ces adaptations mitochondriales, elles vont de pair avec les adaptations capillaires. C'est-à-dire que quand tu as plus de densité capillaire, tu as en général une augmentation également au niveau de la densité et du volume mitochondrial. Les mitochondries, c'est rien de plus que le lieu de la respiration cellulaire. C'est là où va l'oxygène et là où on va utiliser différents substrats énergétiques, les graisses, les sucres, etc., pour recycler l'ATP, pour fournir l'énergie nécessaire aux différentes fonctions, aux différents mouvements. Les mitochondries, la densité mitochondriale qui est hautement corrélée également à une VO2 max. Donc, si on veut parler au niveau technique, plus tu en as, mieux c'est. Et au niveau santé métabolique également, c'est extrêmement important d'avoir des mitochondries bien développées et en bonne fonction, si on veut bien. Là, on voit sur cette photo à quoi ressemble en fait le réticulum, le réseau mitochondrial qui existe au sein des fibres musculaires. En vert, tu vois ici le réseau mitochondrial. Donc, c'est pas des petites organelles comme j'ai montré juste avant. Ici, là, on voit des petites organelles qui flottent. Et d'ailleurs, tu les vois derrière moi ici également. J'adore l'idée de cette organelle, mais au final, c'est pas comme ça que ça existe. C'est véritablement un réseau qui existe au sein de toutes nos fibres, au sein de nos cellules,
qui aide notamment au niveau du recyclage de l'ATP, mais également de transport de certains substrats et d'autres fonctions également. J'irai plus en détail dans une autre présentation sur les mitochondries. Mais voilà, c'est un réseau extrêmement important que l'on peut développer avec ce genre de travail. Ensuite, si on parle d'oxydation des graisses, eh ben, plus tu as de mitochondries, moins tu actives la glycolyse et plus tu oxydes des graisses. Je simplifie, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe. Et comme tu peux le voir, les cyclistes professionnels, eh ben, ils ont énormément de mitochondries et du coup, ils peuvent utiliser énormément de graisses comme substrat énergétique. Et on parlera de pourquoi c'est important dans quelques instants. Mais pour comparer à d'autres populations, ici on a un graphique adapté d'une étude d'Inigo San Millan en 2018, on voit qu'une personne modérément active a beaucoup moins de capacité d'oxydation des graisses. Et finalement, quelqu'un qui souffre du syndrome métabolique a vraiment quasiment rien, presque 3 ou 4 fois moins que le cycliste professionnel. Et là où c'est important, c'est cette oxydation des graisses, c'est parce que quelle est l'alternative? Si on n'utilise pas des graisses, on utilise quoi? On utilise des sucres. D'accord, on utilise du glycogène et ce qui est le glycogène qui joue un rôle très important à moyenne et haute intensité. Ok, mais si tu n'oxydes que ça, si tu n'utilises que ça, eh ben, le souci, c'est que tes réserves glucidiques ou tes réserves de glycogène sont beaucoup plus petites que tes réserves lipidiques. Et donc là, tu vois de manière visuelle la différence de taille du réservoir énergétique que représentent ces deux substrats. Et même si tu n'as pas beaucoup de graisse corporelle, hein, tu peux être très sec et tu peux quand même, tu peux avoir très très peu de masse grasse, mais tu as quand même ces réserves lipidiques à l'intérieur de tes cellules, d'accord? Et on a une différence de l'ordre de 20 voire 30 fois plus de réserves sous forme de lipides que sous forme de glucides. Les chiffres que j'ai pu trouver, c'est 3000 calories au niveau 3000 kilocalories au niveau des glucides et plus de 70 000 ou 70 000 kilocalories sous forme de lipides. Donc, plus on va économiser notre glycogène et mieux on va pouvoir performer plus tard dans l'événement ou à plus haute intensité. Encore une fois, le travail de haute intensité qui requiert ce glycogène et donc on veut épargner ce glycogène le plus longtemps possible pour être le plus économe possible. Une autre adaptation qui est extrêmement intéressante avec ce travail de zone 2, c'est qu'on va pouvoir recycler le lactate. Contrairement à la croyance populaire, le lactate qui n'est pas le grand méchant qu'on pensait et qui n'a pas nécessairement d'impact négatif au niveau de la fatigue. Le lactate, c'est un demi-sucre, c'est un substrat énergétique que le corps réutilise si on a les infrastructures nécessaires. Et donc les mitochondries, c'est une des infrastructures, l'infrastructure première d'ailleurs pour le recyclage de ce lactate. Et donc, ce qui veut dire que tout le lactate que tu produis, tu vas pouvoir mieux le recycler si tu as plus de densité mitochondriale qui, elle, est développée via cette zone 2. Un meilleur recyclage de ce lactate, ça veut dire qu'à haute intensité, quand tu produis énormément de lactate, tu as aussi la capacité de mieux le recycler et donc de durer plus longtemps, de résister à la fatigue. Si on passe rapidement en revue toutes ces adaptations, on a une augmentation, une amélioration de l'équilibre nerveux, une augmentation de la taille du ventricule gauche du cœur, une augmentation de la capacité vasodilatatrice au niveau circulation, on a une augmentation de la concentration d'hémoglobine, augmentation du volume sanguin également, augmentation de la densité capillaire, baisse du volume sanguin nécessaire, hein, parce que dû à cette surface d'échange au niveau capillaire, augmentation de la densité mitochondriale, meilleure oxydation des graisses, plus d'économie du coup du glycogène et meilleur recyclage du lactate. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles c'est important de faire de la zone 2. Pourquoi s'entraîner en zone 2? Si on parle maintenant des bienfaits de manière extrêmement simple et concrète, on ne se rend pas bien compte, hein, mais du coup, le type d'entraînement, le type zone 2, devrait, à mon sens, faire partie de toute programmation digne de ce nom, que ce soit pour des objectifs de performance ou de santé. D'accord, je le pense véritablement. Les bienfaits au niveau santé métabolique et cardiovasculaire. Une meilleure santé cardiovasculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en général, hein, et je vous le souhaite à tous et à toutes, une meilleure vie et une vie plus longue également. D'accord? Donc, ça, c'est un des paramètres qu'on va pouvoir développer. On parle au niveau nerveux, de l'équilibre du système nerveux. On a deux branches au niveau du système nerveux autonome. On a ce qu'on appelle la branche parasympathique qui va en gros régir tout ce qui se passe au niveau de la digestion, de la récupération
de l'interaction sociale également. Et on a cette autre branche, la branche sympathique, qui, elle, va être activée quand on a des efforts intenses à faire ou des états de stress avancés. Un effort intense étant un stimulus qui stresse l'organisme. Et donc, via ce travail de zone 2, on va pouvoir amener un meilleur équilibre entre ces deux branches du système nerveux autonome. Une des autres raisons pour lesquelles on baisse un petit peu notre fréquence cardiaque au repos quand on effectue ce genre de travail. La zone 2 va également nous amener vers une meilleure récupération entre les séries, meilleure récupération entre les séances d'entraînement. Pour un compétiteur en CrossFit, une meilleure récupération même pendant les transitions entre les différents exercices, entre les différents WOD pendant une compétition. Mais de manière générale, voilà, simplement mieux récupérer du travail effectué. Et également, en parallèle à ça, une meilleure tolérance au stress et à la charge d'entraînement. D'accord? Ta zone 2 va te permettre de tolérer et d'assimiler une plus grande charge d'entraînement ou une plus grande charge de travail au niveau de ta santé. Si c'est pour ça que tu veux faire de la zone 2, eh ben, ça va tout à fait aller dans ce sens également. Si on parle de résistance à la fatigue, de durabilité, ça c'est un des paramètres qui va être manifesté, qui va être augmenté, amélioré par le travail, l'entraînement en zone 2 et également au niveau de l'économie de mouvement, d'accord? Donc, ton moteur, il consomme moins au kilomètre en gros. Et pour quelqu'un qui est compétiteur, par exemple en CrossFit, on sait que l'économie de mouvement est extrêmement importante, que chaque répétition te coûte un petit peu moins au niveau énergétique. C'est intéressant pour quelqu'un qui est plutôt axé santé, eh ben, faire en sorte que chaque mouvement que tu fais chaque jour te coûte un petit peu moins et soit un petit peu plus facile pour ton organisme. C'est une des adaptations que tu vas ressortir, un des bienfaits de la zone 2. On a parlé de cette idée de base, d'accord? Si ta base est déficiente, toutes les intensités en souffrent. Pas juste la basse intensité, mais véritablement toutes les intensités. Alors que si tu développes cette base, eh ben, un des bienfaits, c'est que tu auras un transfert sur toutes les intensités de l'entraînement. Une autre manière de le visualiser, c'est encore une fois ce transfert, contrairement à la croyance populaire, hein, de la basse vers la haute intensité. Tout ce que tu développes avec cette basse intensité a un transfert positif sur cette haute intensité également. Comment peut-on maintenant mesurer ou estimer, selon notre situation, sa zone 2? Donc, on va parler de quelques implications pratiques, quelques outils de mesure qu'on va pouvoir utiliser. Donc, comme on l'a vu plus tôt, hein, pour revenir aux bases ici, pour démarquer la limite haute de la zone 2, ce qu'on souhaite, c'est mesurer ce premier seuil. Donc, cette transition entre le domaine modéré et le domaine élevé, ce changement d'état interne, ce changement de la réponse du corps. Et donc, on va pouvoir le mesurer à plusieurs niveaux, notamment au niveau, par exemple, de la lactatémie. Donc, le lactate qui est, je te rappelle, le produit de fin de la glycolyse. Tu prends un sucre, tu casses le sucre, ça te donne du lactate et un petit peu d'énergie aussi que tu peux réutiliser, bien sûr. Et ce lactate, on peut le mesurer au niveau du sang. Et si tu effectues un effort progressif à différentes intensités et que tu mesures ton lactate au fur et à mesure, tu vas voir qu'à basse intensité, il y a un plateau et que à un moment donné, ce plateau, tu as un départ du plateau. Donc là, par exemple, si on utilise la méthode baseline plus 0,5, ça veut dire que la concentration de lactate, ici en millimoles par litre, elle augmente de 0,5 ou plus par rapport aux valeurs de base, la valeur de base qui est illustrée ici par le trétier en bleu. Une fois qu'on a ce départ de cette valeur de base, on peut estimer qu'on a changé d'état interne et comme tu le vois là, la ligne rouge, elle va déterminer du coup notre premier seuil et donc le haut de cette zone 2. Donc pour revenir et ajouter quelques éléments ici qui peuvent peut-être être intéressants, on peut se dire, en allant encore une fois un peu plus loin sur notre réflexion qu'on ne l'a fait avant, la zone 2 se trouve dans le domaine modéré. Et au niveau de ces intensités-là, on a un véritable équilibre interne au niveau cellulaire. C'est peut-être pas exactement juste, mais je pense que ça illustre bien les propos généraux ici. Donc voilà, quand on est dans le domaine modéré, quand on est dans la zone 2, on a un état stable interne au niveau cellulaire. La cellule, elle peut gérer la quantité de travail qu'elle doit effectuer et il n'y a pas de production superflue par exemple, de lactate qui ne peut pas du coup être assimilé et qu'on retrouverait dans le sang et qui se manifesterait par des valeurs de concentration de lactatémie plus élevées. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine élevé. Et donc là, du coup, on perd l'équilibre cellulaire qu'on avait en zone 2 et dans le domaine modéré. Maintenant, on part sur un équilibre qui, du coup, lui, est systémique au niveau de l'organisme complet. Donc, on a un équilibre encore, mais plus au niveau cellulaire, cette fois-ci au niveau systémique, au niveau de l'organisme. Et on perd cet équilibre, du coup, départ de l'équilibre interne quand on passe dans le domaine sévère. Donc,
cette idée d'équilibre à différents niveaux, je pense que c'est intéressant pour visualiser un petit peu. Donc, zone 2, domaine modéré, équilibre cellulaire. Et une fois que tu n'as plus cet équilibre interne au niveau cellulaire, eh ben, tu sors de cette zone, entre guillemets, et le travail n'est plus le même. Euh, Si on parle de protocole de travail, le protocole que j'utilise personnellement, c'est un protocole avec 4 minutes de travail, 1 minute de repos. À la fin de chaque palier de 4 minutes, je prends notamment le lactate et on met ça sur un graphique. J'essaie d'avoir une dizaine de paliers, comme ça on a une bonne distribution d'intensité. Et comme on l'a dit avant, trouver ce premier point d'inflexion nous permet de déterminer le haut de la zone 2. Ce qui est recommandé en général pour les tests de lactatémie, c'est des paliers de 4 minutes minimum. Certains font jusqu'à 10 minutes par palier. Après, ça dépend aussi du niveau auquel tu évolues. Mais l'idée, c'est d'avoir, voilà, pour moi, entre 8 et 10 paliers, minimum 4 minutes par palier, et que les paliers soient appropriés pour ton niveau à toi. C'est clair que quelqu'un de sédentaire, on ne les fait pas commencer au même watt ou à la même vitesse en course à pied que quelqu'un d'athlète professionnel, par exemple. Donc, le test doit être approprié à la personne. Très important. Une autre manière qu'on a de mesurer ce premier seuil, c'est au niveau ventilatoire. Okay, là, on parlait du lactate qui est interne, c'est une mesure invasive, mais on sait que la VO2, la consommation d'oxygène, elle augmente de manière linéaire avec l'intensité d'effort. Donc, plus tu vas fort, plus tu consommes d'oxygène. Ça paraît assez simple. Ce qui est intéressant, c'est que la ventilation, donc l'air, le volume d'air qu'on respire, ne suit pas la même tendance. Il va suivre cette tendance jusqu'à un certain point, au-delà duquel on va avoir un point d'inflexion. Et là, on peut appeler ça un seuil ventilatoire. Okay, donc, certaines personnes préfèrent l'un ou l'autre, lactate, ventilatoire. Personnellement, j'ai décidé de ne pas être assez intelligent et de ne pas pouvoir choisir entre les différentes points de mesure. Donc, moi, je les prends toutes et après, je fais la moyenne ou en tout cas, j'essaie de trouver l'interprétation la plus cohérente. Mais c'est une autre manière de trouver ce premier seuil, c'est au niveau ventilatoire, au niveau consommation d'oxygène. On peut aussi utiliser d'autres mesures, notamment le CO2 qui est produit. Je vous invite à aller lire ce papier pour en savoir un petit peu plus sur les différentes méthodes d'analyse au niveau du premier seuil, notamment ventilatoire. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. On peut aussi mesurer ça au niveau de l'oxymétrie musculaire, donc la saturation musculaire en oxygène. C'est pas un moyen qui est encore complètement validé. Il y a encore pas mal de travail à faire avec. Mais comme tu peux le voir ici sur l'image, au niveau de la flèche, on voit clairement un changement d'état interne, un changement de tendance entre le palier de 10 km/h et le palier de 11 km/h. Et donc, on peut partir du principe qu'à partir de 10 km, au-dessus de 10 km/h, eh ben, on sort de cette zone 2 parce qu'on change d'état interne. On a dépassé ce premier seuil. Je veux parler maintenant de fréquence cardiaque max et de pourcentage de fréquence cardiaque. Souvent, j'entends que le haut de la zone 2, eh ben, c'est 70% de ta fréquence cardiaque max. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que la fréquence cardiaque max estimée, elle est virtuellement inutile parce que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire 220 moins l'âge et trouver sa fréquence cardiaque max. Déjà, ta fréquence cardiaque maximale change d'une modalité à l'autre. Et en plus de ça, si on prenait 220 moins l'âge, eh ben, il s'avère que la véritable équation, c'est 220 moins l'âge, plus ou moins 15 battements. Donc, il y a une énorme marge d'erreur. Donc, déjà, sur le calcul, tu peux être complètement à côté de la plaque sur ta fréquence cardiaque max. Et en plus de ça, 70% de la fréquence cardiaque max, ça peut correspondre pour certaines personnes à ce haut de zone 2, d'accord, à ce premier seuil. Mais de par mon expérience, de toutes les personnes que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, le premier seuil s'étend entre 55 et 80% de la fréquence cardiaque max de la personne. Donc, 70%, ça tombe à peu près au milieu, mais ça pourrait être complètement faux. Et donc, à mon sens, ça n'a pas de sens d'utiliser une estimation qui est si grossière que ça, parce que tu pourrais littéralement être 20 battements trop haut ou 20 battements trop bas en prenant 70% de ta fréquence cardiaque max estimée, ce qui est un souci à mon avis. Et pour l'illustrer, je te montre ici ce qui se passe avec les données d'Antoine, que j'ai eu la chance de tester il y a quelques mois de ça, et la différence entre les zones qu'on a mesurées sur le bas du tableau ici. Donc, on a fait ces mesures au niveau physiologique et on a déterminé son premier et son deuxième seuil. Et à partir de ces seuils, on a déterminé ces zones comparées aux zones que sa montre Polar lui donnait auparavant. Donc, tu peux voir qu'ici, eh ben, à 125 battements par minute, d'après sa montre, il est totalement en zone 2. Mais de par le test qu'on a fait, les mesures physiologiques qu'on a prises, eh ben, il n'est pas dans sa zone 2. Et du coup, comme on l'a vu avant,
tu n'es pas dans la même zone, tu n'es pas dans le même domaine d'intensité et les adaptations ne seront pas les mêmes. Et la charge également au niveau métabolique et au niveau nerveux ne sera pas la même. Et donc, si on n'est pas exact avec ces valeurs-là, on peut rencontrer des problèmes au niveau de la programmation des entraînements. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu ne peux pas mesurer toutes ces choses-là? D'accord? Parce que je conçois bien que d'avoir ces outils de mesure ou d'avoir accès à ces tests, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour estimer cette zone 2 si on n'a pas, d'outils de mesure avancés ou on n'a pas accès à ces choses-là ou qu'on ne veut simplement pas le faire? À mon avis, il y a 3 stratégies intéressantes pour estimer sa zone 2. La première, c'est le talk test, le test du parler, de la parole. C'est-à-dire que si tu peux maintenir une conversation en continu avec quelqu'un au téléphone pendant que tu fais ta zone 2 et que la personne ne sait pas que tu es en train de faire de la zone 2, c'est-à-dire que tu peux parler et faire des grandes phrases, réciter de la poésie même, eh ben, il y a de grandes chances que tu sois en zone 2. Et ce, sur toute la durée de ta séance d'entraînement. Deuxième, on a ce qui est du ressenti, le ressenti d'effort, le RPE, comme certains l'appellent. Généralement, j'aime bien donner 2 à 3 sur 10. Donc, c'est un effort qui doit être extrêmement facile, beaucoup plus facile que ce que tu ne penses. La plupart des gens se trouvent rapidement à 5 ou 6 sans le savoir parce que ouais, ça pique un peu dans les jambes, mais ça va, c'était pas trop dur parce que tu vas pas respirer très fort sur un 5 ou un 6 sur 10. Par contre, les jambes, tu vas les sentir et c'est pas ce qu'on veut, encore une fois, pour ce travail de zone 2. On se rappelle, on veut un équilibre au niveau cellulaire. D'accord? Donc, on veut que tes cellules elles-mêmes puissent maintenir l'état interne, un équilibre interne. Et pour ça, il faut vraiment que le travail soit facile. D'accord? Donc, reste sur un 2, voire un 3 sur 10, mais pas plus que ça. Une troisième manière de savoir si tu es en zone 2, c'est si tu peux mesurer ta fréquence cardiaque. Tu veux une fréquence cardiaque bien constante, bien plate sur, par exemple, 45 ou 60 minutes d'effort. Si, par contre, tu vois une dérive cardiaque, là, on peut partir du principe que tu es peut-être un petit peu trop haut pour cette séance de zone 2 où tu n'as simplement pas la résistance à la fatigue nécessaire pour cette durée d'effort pour le moment. Donc ça, ce sont 3 méthodes que tu peux utiliser, que tu peux mettre en place pour estimer ta zone 2. Effort extrêmement facile, 2 à 3 sur 10 maximum. Tu peux parler, tu peux faire des grandes phrases, tu peux réciter de la poésie si nécessaire pendant que tu fais ce travail-là et tu n'as pas de dérive cardiaque. Maintenant, on va parler concret, on va parler comment intégrer cette zone 2 dans ta semaine, dans tes entraînements, dans ta routine. Ce que je préconise en général, c'est déjà des modalités cycliques avec peu de contraintes techniques. Donc, mes 2 prescriptions préférées, ce sont le vélo et la marche ou la marche-course pour ceux qui sont à un niveau un peu plus avancé ou même peut-être la course à pied pour les gens très bien entraînés, mais je parlerai un petit peu de ça dans quelques instants. Sur le vélo, 80 de tours par minute, 80 RPM, ça convient très bien à la majorité des personnes, encore une fois en respectant ces intensités qu'on avait données tout à l'heure. Je parlerai de la durée d'effort juste après. Pour ce qui est de la course à pied, la plupart des gens, la grande majorité des gens ne sont pas capables de courir en continu tout en restant en zone 2. C'est-à-dire que l'effort même de courir lentement impose une charge tellement importante sur l'organisme que la personne sort de sa zone 2, du coup passe dans le domaine élevé en général et ne peut pas maintenir cet état interne que l'on recherche. D'accord? Donc pour la plupart des gens, pour le commun des mortels, de la marche rapide, c'est très très bien. De la marche en montagne pour quelqu'un de plus entraîné, c'est très bien aussi. De la course-marche, un protocole que j'utilise et que je mets en place avec beaucoup de gens de mon côté et qui fonctionne très très bien, alterner simplement entre un petit peu de course et une minute de marche. Ça marche très très bien. Et pour les personnes, encore une fois, bien entraînées, on peut faire de la course en continu, mais encore une fois, c'est toujours mieux d'être un petit peu conservateur. Donc, commencer avec de la marche, peut-être faire un petit peu de marche-course si on est en forme et se diriger vers la course en continu si on est très très bien entraîné. On parle de durée maintenant, durée d'effort sur ces séances de zone 2 pour quelqu'un qui fait de la compétition, 2 à 5 séances par semaine, entre 30 et 90 minutes par séance. Pour quelqu'un qui a un focus plutôt santé, 2 à 4 séances par semaine, entre 20 et 60 minutes par séance. Encore une fois, pour les compétiteurs, ça dépend du moment de la saison, des besoins et de tes objectifs. Quel volume tu vas effectuer et quelle fréquence tu vas effectuer ces entraînements de zone 2. Et on peut même inclure des sorties plus longues pour les athlètes confirmés, en dessus d'1 h 30. Mais encore une fois, il faut avant ça vraiment avoir fait le travail fondamental et faut bien se soucier de la nutrition quand on commence à dépasser 1 h 30 d'effort en continu. J'ai parlé avant d'avoir des modalités, d'utiliser des modalités simples. D'accord, le vélo, la course à pied, la marche,
c'est des choses qui sont extrêmement simples au niveau technique et je vois beaucoup de gens faire de la zone 2 sur des modalités qui sont trop techniques et du coup qui vont voilà, simplement rendre la tâche beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait être. Donc on évite les modalités techniques et on reste sur des choses extrêmement simples. Encore une fois, si tu es très bien entraîné au rameur, tu pourrais tout à fait faire de la zone 2 là-dessus, mais j'ai d'autres raisons pour lesquelles je ne le préconiserai pas et je peux développer ça un petit peu plus loin. Si tu es intéressé, laisse-moi un commentaire là-dessus. Ensuite, on laisse passer la vidéo, après je parle. Voilà. La raison pour laquelle j'ai mis cette vidéo, c'est une vidéo de Claudia, une athlète avec laquelle je travaille et qui tape un PB sur son squat clean dans une semaine où elle avait plus de 6 heures de travail de basse intensité sur différents ergomètres. Donc la preuve que l'idée d'interférence est une vieille idée qu'il faut considérer dans certains cas, mais de manière générale, cette zone 2 ne va pas avoir d'effet négatif sur tes capacités à lever des charges, tes capacités à te renforcer. Donc contrairement aux croyances populaires, tu peux tout à fait combiner du travail de renforcement, du travail explosif, de la prise de masse avec du travail de zone 2. Une manière que j'aime bien, une manière que j'aime intégrer aussi cette zone 2 pour les gens qui font d'autres sports, par exemple de l'haltérophilie, eh ben, c'est d'utiliser 20 minutes de vélo avant ou après ta séance, ou même les deux, pour engranger un petit peu de volume de travail. Ça va te faire un bon échauffement, surtout en hiver, hein, s'il fait froid, fais 20 minutes de vélo, ensuite va t'échauffer pour ton haltéro, tu verras que tu te sentiras vraiment bien pendant ta séance. Donc, n'aie pas peur de combiner la basse intensité avec le travail de renforcement ou même du travail explosif. Un autre paramètre qui est super important, et je le répète plusieurs fois, et c'est normal parce que je le dis, mais les gens ils l'oublient, il faut une tension musculaire qui soit minimale, il faut une aisance respiratoire au niveau de cette zone 2, il faut vraiment de la basse intensité. Tout le monde va trop vite. Même si tu penses faire juste, de tous les athlètes que j'ai testés jusqu'à maintenant, 60% ne font jamais de zone 2, donc déjà ils doivent en faire, et 38%, ils en font, mais ils le font trop fort ou trop vite par rapport à leur capacité. Donc, même la grande majorité des gens qui en font déjà le font, mais trop fort. Okay, donc, tu peux ajuster au jour le jour si c'est nécessaire, mais de manière générale, ralentis, va moins vite et ce sera d'autant plus important, d'autant plus bénéfique pour toi. Un autre paramètre qui est important, c'est cette idée de flux constant. Pense à ton flux sanguin comme une rivière qui va creuser son lit dans la roche. Ça prend du temps. D'accord? Ces capillaires, pour se créer, ils prennent du temps. Ça prend du temps et ça prend ce flux continu. Si tu arrêtes, si tu changes de mouvement toutes les 3 minutes, tu n'as pas ce flux continu. Et donc, c'est important de penser à des activités en continu, des activités cycliques, encore une fois, avec peu de tension musculaire, etc. Encore une fois, on veut éviter des contractions musculaires importantes. On veut éviter de rediriger le flux sanguin du bas du corps vers le haut du corps et du bas du corps vers le haut du corps. Donc, on reste sur une modalité de manière continue pendant une période prolongée parce que c'est en grande partie ce qui va faire que ces adaptations se passent. Une autre manière de l'intégrer, c'est d'utiliser une respiration nasale pendant tes entraînements en zone 2. C'est une bonne manière d'améliorer sa compréhension, son contrôle au niveau respiratoire. Et c'est aussi une manière de calibrer assez simplement la zone 2. On l'a dit avant, hein, aisance respiratoire complète quand tu es en zone 2. Donc, tu devrais pouvoir confortablement, je le mets en avant, confortablement respirer par le nez pendant ta zone 2, parce que j'ai déjà vu des gens respirer par le nez à des intensités beaucoup trop hautes. Et du coup, voilà, ça devient plus une contrainte qu'autre chose. Sache que juste parce que tu peux respirer par le nez ne veut pas dire que tu es en zone 2. Si tu peux respirer aisément par le nez, tu es très certainement à la bonne intensité, mais ça doit être vraiment facile à ce niveau-là. Ici, un petit exemple d'une programmation que j'ai sur le vélo. Et en gros, tu vois ici, les blocs de couleurs, en gros, ce sont des séances d'intensité. Et le vert, c'est la zone 2. D'accord? Donc, en gros, le programme, il est construit sur un fond de zone 2. Donc là, on a des séances qui vont être intenses, hein, qui vont être difficiles, avec les petits carrés jaunes, les petits carrés orange et rouges. Mais le tout est fait sur un volume de zone 2. Et en général, on a à peu près, ici sur ce programme, entre 3 et 5 heures de vélo par semaine au total. Mais proportionnellement, on a au moins 4 sur 5, donc on a au moins 80%, 80% qui est composé de zone 2, qui est composé de basse intensité. Et je compte aussi, bien sûr, les échauffements, les cool-downs après les efforts intenses
Tout ça forme un volume global et dans ce volume global, on intègre du travail de plus haute intensité, mais c'est toujours sur un fond de basse intensité pour donner un exemple un peu plus concret. Donc, pour aller droit au but, ici sur mes recommandations au niveau d'un compétiteur, que ce soit sport de CrossFit, en MMA ou autre, 2 à 5 séances de zone 2 par semaine, 20 à 90 minutes par séance, 1 à 6 heures par semaine. Encore une fois, ça va vraiment dépendre du contexte, de ton niveau, de tes besoins, du moment de l'année. Et les modalités que je préconise, c'est le vélo ou la marche-course. Encore une fois, pourquoi marche-course? C'est pas juste course, parce que la majorité des gens, même les gens qui sont bien entraînés, tu serais surpris, même les gens bien entraînés, une grande partie d'entre eux devraient plutôt alterner marche et course que de faire de la course en continu s'ils veulent rester en zone 2. Pour quelqu'un qui vise plutôt des objectifs de santé, eh ben là, on va être sur 2 à 3 séances par semaine. On pourrait même dire 2 à 4 séances, entre 20 et 60 minutes par séance, entre 1 et 3 heures au total par semaine. Ce serait ma recommandation pour l'aspect santé et modalité préconisée vélo ou marche à pied. Si on parle des 5 erreurs à éviter absolument quand on intègre la zone 2, je l'ai dit et je le redis, on ne veut pas aller trop fort. Ça n'a pas besoin d'être difficile pour être bénéfique et vaut mieux être trop bas qu'être trop haut. Tu peux littéralement pas aller trop doucement. Tu peux littéralement pas aller trop doucement. Par contre, tu peux aller trop vite. Et dès le moment où tu vas trop vite, tu sors de cette zone, tu n'as plus les mêmes adaptations, tu as une charge de fatigue, une charge nerveuse, une charge métabolique plus importante. Et donc, on va à l'encontre de ce qu'on essaie de construire avec cette zone 2. Numéro 2, la deuxième erreur, c'est utiliser un pourcentage fixe de fréquence cardiaque max. Ici, l'exemple de Thomas qui, d'un test à l'autre, donc les 2 tests étaient à 5 mois d'intervalle. Il a suivi un programme de 8 semaines, si je ne me trompe pas. Il l'a échelonné sur 3 mois ou 3 ou 4 mois. Il y avait des petites pauses là-dedans également. Mais en gros, ce que tu peux voir, c'est que pour une intensité donnée, donc l'axe des X en bas ici, ce sont les watts en puissance sur le vélo. Et tu vois que pour des watts donnés, sa fréquence cardiaque a changé de manière drastique dans la même année, en dessous de 5 mois. Et j'ai vu des changements tels que celui-ci en un laps de 8 à 12 semaines. Et donc, d'avoir une fréquence cardiaque fixe que tu utilises pour ta zone 2, ça n'a pas de sens. Parce que ta physiologie, si tu t'entraînes convenablement, elle change. Et il faut que cette zone 2, elle change avec toi au cours du temps. Une autre erreur que je vois souvent, c'est le transfert de ces valeurs cardiaques ou de vitesse ou de puissance d'une modalité à l'autre. Encore une fois, la position du corps dans l'espace, la masse musculaire engagée, la cinétique de flux sanguin, les différentes contractions musculaires, tout ça fait qu'on ne peut pas comparer du vélo et de la course à pied. Ce ne sont pas les mêmes types d'efforts et donc chaque modalité doit être jugée pour ce qu'elle est et ne pas être confondue avec les autres. Encore une erreur importante, c'est d'essayer de tout faire et d'appeler ça de la zone 2, de faire plein d'exercices différents, de grands circuits. Alors, pour être clair, j'ai rien contre les circuits de travail à basse intensité. J'ai rien contre ce travail-là, je pense qu'il est bénéfique, mais c'est pas la même chose que du travail de zone 2. Travail de zone 2, une modalité cyclique avec une contrainte au niveau des contractions musculaires qui est faible, avec un flux sanguin en continu et avec l'état interne que l'on recherche, comme on l'a mentionné avant. Dernière erreur que je vois souvent, c'est une progression de l'intensité sur cette zone 2 beaucoup trop hâtive, beaucoup trop vite. C'est-à-dire que ça prend du temps pour effectuer ces changements. Le laps de temps que je vois encore et encore, c'est entre 8 et 12 semaines. Pour quelqu'un qui en faisait pas avant et qui en inclut, ça prend 8 à 12 semaines pour sentir les différences. Pour quelqu'un qui en faisait mais pas à la bonne intensité et qui du coup recalibre ses zones, on en parlera dans la prochaine section, ça prend 8 à 12 semaines pour sentir et voir des changements. Et ça, c'est juste les premiers changements. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'après 8 semaines, tu as senti que ça va mieux, du coup, tu montes de 10, 20, 30 watts. Non, on continue ce travail, c'est du travail de longue haleine, c'est du travail sur la durée, c'est un travail de développement de fond, d'accord? Sur la durée, c'est quelque chose qu'on peut développer tout au cours d'une carrière athlétique et ce n'est pas cantonné à des progrès sur 8 semaines. Donc, il faut être patient et il ne faut pas progresser ces intensités trop rapidement. Je te préconiserais de garder les mêmes intensités de travail une fois qu'elles ont été mesurées ou établies, en tout cas entre 4 et 6 mois selon ton niveau, et ensuite de les recalibrer et de repartir un peu plus fort s'il le faut. Mais encore une fois, tu n'as pas de désavantage à être un petit peu trop bas, donc sois patient avec tes progressions. Pour terminer, je voulais montrer 2-3 exemples de progrès qu'on peut attendre ou qu'on peut voir, des exemples que moi j'ai vus.
Ici, on a une courbe de lactatémie d'un athlète qui s'appelle Jean-Yves. Jean-Yves avec qui j'ai eu la chance de travailler, avec qui j'ai encore la chance de travailler, qui est un athlète cycliste ultra, d'accord, donc qui fait du vélo sur des très, très, très longues distances. Et lui, il faisait déjà beaucoup de vélo avant, Jean-Yves, d'accord, avant de venir me voir, il faisait déjà beaucoup de vélo. Mais il s'avère que, comme la grande majorité des gens, encore une fois, Jean-Yves faisait sa zone 2 trop haut. Et donc, on a recalibré sa zone 2 par rapport à ce test qu'on a effectué ensemble. Et en l'espace de 8 semaines, alors prends en considération que Jean-Yves s'entraîne 15 à 20 heures par semaine, donc beaucoup d'entraînement. Mais du coup, il a recalibré sa zone 2 et il a effectué la grande majorité de ses entraînements à cette nouvelle intensité qu'on lui avait établie, qui correspondait du coup à son profil physio. Et ce qu'on a vu en 8 semaines, c'est 15 watts de progrès sur son premier seuil. Et si je supérimpose les deux courbes, eh ben, tu vois entre la courbe bleue en mars et la courbe rouge en mai, on voit une différence significative. Non seulement sa courbe a baissé, mais elle est aussi partie vers la droite. Et si tu veux en entendre plus sur ce que ça représente concrètement en termes de ressenti, en termes de performance et également en termes de santé, parce que Jean-Yves est diabétique de type 1, et il a des choses très, très intéressantes à dire à ce sujet en lien avec le travail de zone 2 qu'on a effectué. Donc, si tu es intéressé par la performance et ou si tu es intéressé par la santé, va regarder la vidéo que j'ai effectuée avec Jean-Yves sur ce sujet. Je te la mettrai en référence ici en haut pour que tu puisses cliquer rapidement. Donc, la courbe qui est poussée vers la droite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ça au niveau du lactate, mais on verrait ça également au niveau du seuil ventilatoire si on le mesurait. Et donc, pour des athlètes, par exemple, en sport de combat ou des sports où l'aspect respiratoire est extrêmement intéressant, eh ben, le fait de pouvoir déplacer vers le haut ces seuils, ces points d'inflexion, que ce soit au niveau lactatémie, que ce soit au niveau respiratoire, c'est extrêmement intéressant. Quelques exemples encore de différents athlètes avec lesquels j'ai travaillé, Léa, Thomas, Tim, sur différentes modalités, hein, rameur, vélo, course à pied, le travail de zone 2 qui simplement paye de manière transversale. On voit encore une fois ces différences en fréquence cardiaque d'un test à l'autre, avec des fréquences cardiaques du coup qui sont beaucoup plus basses par rapport à ce qu'elles étaient au test précédent. Donc, on a une véritable économie, hein, le cœur qui doit travailler moins vite, le corps qui doit travailler moins vite pour fournir le même effort. Et ça, c'est en grande partie dû au travail de zone 2 qui a été effectué. Différents athlètes, mais des progrès flagrants en l'espace de 8 à 12 semaines pour chacun d'entre eux. Donc, si on doit conclure cette présentation, à quoi on peut s'attendre avec ce travail de zone 2? Une meilleure récupération, de meilleures performances, une meilleure tolérance à la charge, à l'entraînement, au stress, une épargne du glycogène, donc au niveau énergétique, on devient plus économe, une efficience au niveau cardiaque, ainsi qu'un meilleur équilibre au niveau du système nerveux. Donc voilà tout ce qu'on peut attendre de ce travail de zone 2. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te laisse me poser tes questions dans les commentaires sous cette vidéo. Et n'oublie pas, si tu es déjà adepte de la zone 2, si tu intègres ça depuis un certain temps, ce que j'attendrai de toi et ce que je te demande maintenant, c'est de laisser un commentaire et de partager ton expérience avec cette zone 2. Donc, pour ceux qui en font pas ou qui ont peur d'en faire, qui pensent que ça va aller à l'encontre de leur performance à haute intensité sur des sports de force, sur des sports comme le CrossFit, sur des sports comme le MMA, je trouve que les témoignages, c'est toujours ce qui parle le plus. Donc, si toi, tu intègres ou tu intègres maintenant ou tu as intégré de la zone 2 et que tu en as ressenti les bénéfices, laisse un commentaire sous cette vidéo et parle-nous un petit peu de ton expérience parce que je pense véritablement que tout le monde peut en bénéficier. C'est un travail qui est extrêmement facile à faire, c'est un travail qui est extrêmement bénéfique, qu'on soit compétiteur ou pas, qu'on veuille des performances ou qu'on veuille juste une meilleure santé. Et donc, à ce niveau-là, je pense que c'est extrêmement intéressant de développer cette activité et de faire en sorte que les gens sachent exactement ce que c'est, comment la mettre en place et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Pour terminer, je veux te remercier, toi qui as regardé cette présentation jusqu'au bout. Merci aussi à toute l'équipe de coachs et d'enthousiastes qui m'ont aidé à composer cette vidéo avec leur feedback, avec leurs commentaires, avec leurs critiques, avec leurs retours. Merci à vous tous parce que vous faites tous partie intégrante de cette présentation. J'espère que tu as apprécié ce contenu. N'oublie pas, si tu l'as aimé, de le partager avec les gens autour de toi. D'accord? S'il t'a été utile, il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, que tu sois coach, que tu sois athlète ou juste enthousiaste de sport. Je t'invite à explorer ce sujet et à le partager avec les gens autour de toi. Voilà, on se retrouve pour la prochaine présentation. En tout cas, merci pour ton attention et à tout bientôt. Ciao!